on va passer donc à notre thème suivant. Le thème suivant, il est question des campus américains. Alors, Le Figaro a publié, c'est un sujet pour vous, Eugénie, Le Figaro a publié cette semaine une interview d'un avocat sur le politiquement correct dans les facs américaines. Son nom, c'est Greg Lukianoff. Alors, c'est vous qui avez réalisé cette interview, Eugénie. J'essaye de la résumer rapidement. Il est question de l'apparition d'une nouvelle culture sur les campus américains. Culture dont le but est de purger les cours, les débats de toute idée, mot ou sujet susceptible d'offenser les étudiants. Étudiantes, devrais-je peut-être dire, ce qui revient à censurer tout ce qui peut heurter. Alors, par exemple, on ne peut plus dire à quelqu'un, on ne devrait plus dire à quelqu'un qu'il parle, par exemple, très bien anglais, parce que cela sous-entend qu'il n'est pas natif américain, qu'il n'est pas un vrai américain. C'est à peu près ça pour essayer de donner un exemple concret de ce que ça peut donner. Je ne vous donne pas tout de suite la parole, Eugénie, parce que je sens que vous êtes intarissable sur le sujet. René Frégosi. Frégosi, ça vous choque, vous qui êtes féministe, cette tendance du politiquement correct Ah oui, absolument, parce que ce n'est pas du tout ma conception du féminisme. Ce n'est pas un féminisme puritain que je défends depuis que je suis toute jeune. C'est un féminisme de la libération sexuelle, de la liberté des mœurs et de la libre pensée et de la libre disposition de son corps, ce qui n'est pas du tout le cas, à mon sens, des néo-féministes, comme je dis. Mais vous savez, c'est pas seul. Est-ce que c'est que le fait des néo-féministes là non, pas du tout. Mais ce politiquement correct, il n'est pas seulement aux États-Unis, hélas. Il est aussi dans les universités françaises. Hein. Je pourrais vous raconter quelques. Ah ben, par exemple, des exemples qui me touchent directement. Par exemple, vous n'avez pas le droit de dire que Perón, le leader populiste argentin des années 50, parce que vous êtes une spécialiste de a été la porte d'entrée des nazis après la Deuxième Guerre mondiale. Moi, mon article, eh bien, je n'ai pas pu le passer dans la revue de mon université. Il va paraître prochainement au Temps moderne, mais parce que Lanzmann, juste avant de mourir, l'a lu, il lui a plu. Et donc, il sera publié, mais parce que je n'ai pas le droit d'attaquer le péronisme, parce que je fais des liens aussi avec le péronisme d'aujourd'hui, par exemple. Mais c'est un débat universitaire. Mais sinon... Mais c'est du politiquement correct pour vous, ça? C'est-à-dire que, en tous les cas, il y a des thèmes qui sont interdits. Tabous. Qui sont tabous. Ben ça, on le sait bien, il y a le thème de l'immigration, c'est tabou. Mais là, on parle plus, me semble-t-il, il y a des tas de thèmes du comportement oui, mais ça, à mon avis, c'est lié. On n'est même pas dans le contenu des études, on est dans le vivre ensemble, pour employer. Oui, mais c'est aussi les mots qu'on emploie. Vous voyez, moi, quand je parle de la traite négrière, il faut que j'explique que c'est un concept, que je ne traite pas les Noirs de nègres. La traite négrière est un concept, et je dois leur expliquer. Je vous donne la parole quand même. Expliquez-nous un peu plus ce qu'il en ressort et en quoi ça peut inquiéter. Non, alors en fait, le livre de M. Lukianoff, donc, qui lui est un avocat, donc qui n'est pas un universitaire et qui est un avocat spécialiste de la défense du premier amendement sur la liberté d'expression, notamment sur les campus. Donc il défend les professeurs qui sont attaqués ou les étudiants qui sont attaqués au nom de cette défense qui est très importante aux États-Unis, la liberté d'expression. Et il explique qu'une nouvelle censure émerge qui ne provient pas de l'État ou de l'administration, mais des étudiants eux-mêmes et finalement qui émerge de par le bas des campus. Et il appelle ça the coddling of the American mind. Il reprend le titre d'un ouvrage qui s'appelle The Closing. Et ça veut dire le chouchoutage de l'esprit américain et comment en fait on essaie d'évacuer toute vexation possible, toute manière d'être offensé, où les mots sont... Et en fait, ce qui est très... Safe spaces, par exemple, on peut appeler ça un endroit où un étudiant sera, entre guillemets, en sécurité, certain d'être en sécurité. Oui, mais voilà, c'est plus la sécurité physique, c'est la sécurité même mentale et morale et intellectuelle. On n'agressera pas par des propos. Donc, par exemple, les professeurs doivent suivre des formations pour avoir le droit de coller sur leur bureau une étiquette Safe Space. Il y a également ce qu'on appelle les trigger warnings, donc ces messages avertissants au début des cours, par exemple, quand on va étudier... par exemple, la traite négrière, il faudrait faire un trigger attention, warning. On va parler de colonisation, attention, il va être question de viol dans ce cours, etc. etc. Donc, une espèce de réduit... Et derrière, lui, ce qu'il explique très bien, c'est
c'est que ce qui est dangereux, c'est qu'il y a une médicalisation de la liberté d'expression en disant, finalement, c'est la fameuse expression « les mots tuent », l'idée que finalement les mots, la pensée pourrait faire souffrir psychiquement des élèves parce qu'ils traumatisés, parce qu'ils entendent des choses. Et alors là, il dit il y a vraiment une dérive parce que non seulement c'est faux, mais en fait, lui-même dit qu'il a... Il fait une corrélation avec les dépressions. Voilà, lui-même dit qu'il est suivi par une thérapie pour des problèmes dépressifs. D'ailleurs, il le dit lui-même, il dit mais ça sert à rien de ne pas parler quand on a des problèmes. C'est la plus mauvaise solution. Non, mais la plus mauvaise solution quand on a été traumatisé, c'est de ne plus jamais reparler du trauma sous peine d'être. En fait, il dit que ça renforce les traumatismes au lieu de les évacuer, puisqu'on refuse d'en parler, ça devient tabou, etc. Et il dit que sur les campus américains, le taux d'envie de suicide a énormément augmenté, que les cellules psychologiques ont énormément augmenté. Donc ça crée un mal-être sur la santé mentale des étudiants qui est préoccupant, plutôt que justement leur donner des outils de résilience ou de manière de rebondir. On les encourage dans ce trauma et donc au-delà de ça, c'est aussi une perte de la liberté d'expression. Cécile René-Frégosine nous disait c'est déjà le cas en France. Vous avez aussi l'idée que ça peut arriver très vite et nous envahir. Parce qu'on est quand même dans des cultures assez différentes, mais c'est vrai qu'il y a il y a une espèce il y a des sujets, comme dans toute société, des sujets qui sont difficiles à aborder. Voilà. Et aujourd'hui, c'est plus une censure effectivement qui vient forcément, je pense, du haut, de corps institués, voilà, comme vous pouvez y avoir autrefois des autorités morales, de l'Église, du Parti communiste, de ceci, de cela. Il n'y a plus ces autorités morales-là. C'est le corps qui génère un peu ça, par peur de froisser et tout. En tout cas, moi, ce qui est certain, c'est qu'il faut apprendre à être offensé dans la vie. Parce que sinon, il n'y a pas de débat possible, il n'y a pas de discussion. Si on supporte que des gens qui ont exactement les mêmes idées que vous, je ne vois pas comment la vie est tout simplement même possible. Parce que même dans la rue, ce n'est pas possible. L'exercice de l'esprit critique, c'est fondamental la vie pouvoir intellectuelle confronter des idées. L'offense et la contradiction. Bien sûr. Et en fait, ce qu'explique aussi Lukianoff et qui est intéressant, c'est le remplacement aussi de l'aspiration à l'universel qui était au cœur des humanités par une espèce de pensée tribale où chacun pense selon ses souffrances et selon son passé de victime. C'est-à-dire les femmes vont se penser en tant que victimes du patriarcat, et les Noirs en tant que victimes de l'esclavage, etc., etc. Et chacun est dans sa petite case et finalement on aboutit à la perte de l'universel qui est quand même au fondement des humanités, notamment dans les études de lettres ou de philosophie, qui est quand même l'idée de sortir de son individualité pour aspirer à une condition humaine commune. Et ça, c'est à mon avis très dangereux. Alors, je ne fais pas de sexisme. Je vous donne la parole, Alexandre. Simplement, quelques réponses à notre question de Twitter. D'abord, la réponse elle-même globale. Craignez-vous une importation en France du politiquement correct venu des États-Unis ? Vous êtes 2/3 à le craindre, à dire oui. C'est une crainte. Citoyen payeur nous dit le politiquement correct est une invitation au mensonge. C'est intéressant comme idée d'ailleurs. On y reviendra. Nicole, ce politiquement correct devient insupportable. On vit maintenant, pardonnez-moi, j'ai un petit problème. Voilà, on vit maintenant dans un monde où on ne peut plus rien dire. Blueberry Cake, c'est son surnom. Le politiquement correct vient du fait qu'on a fait passer les minorités au-dessus de la majorité dans l'ordre des priorités politiques. Maurice, ça fait des décennies qu'on vit ce politiquement correct, on y est habitué. Et Nicole, quand seules les minorités peuvent s'exprimer, où est la démocratie et la liberté d'expression qui est pourtant dans les droits de l'homme ? Alexandre, vous avez la parole. La minorité masculine va s'exprimer. J'ai failli me sentir discriminé. Non, c'est compliqué comme problème, parce que ça vient de loin. Le sentiment que ça donne comme ça, moi je ne suis pas un expert du sujet, donc je fais beaucoup de prudence là-dessus, mais le sentiment que ça donne, c'est qu'en fait, c'est un peu cette espèce de vengeance du faible. C'est-à-dire que quelque part, ces espèces de montée en pression de courants identitaires, communautaires, qui viennent à un moment donné faire irruption comme ça et qui au nom d'une problématique, d'une forme d'injustice, d'un ressenti, de quelque chose, et tout d'un coup, cette espèce de faiblesse devient une force contre un système, un moyen de pression. Et c'est vrai qu'avec en plus un langage utilisé qui est difficilement contestable par ceux qui voudraient dire attendez, il faut prendre de la distance, vous n'êtes pas raisonnable, enfin, soyons sérieux, c'est pratiquement impossible. Tout de suite, c'est réfuté en disant... Je prends un exemple sur tous les débats télévisés que j'ai pu faire où il y avait
pas que des féministes comme vous, mais parfois certaines féministes un peu agressives, ou globalement en tant que mâle blanc, j'allais dire hétérosexuel, mais bon, c'est pas le sujet, mais je n'avais pas le droit de parler, quoi. Donc on est tout d'un coup enfermé dans un rôle avec une impossibilité à faire valoir un point de vue qui est au contraire très inclusif et très engagé, mais je suis pas audible, voilà. Donc cette espèce de dérive-là, c'est un peu le sentiment comme ça, il y a la vengeance du faible qui dit voilà, moi je suis dans ma catégorie et c'est pas grave, je suis pas représentatif et je vais y aller. Et ça, c'est un vrai sujet de fond qu'il faudra essayer de pouvoir aborder. Et ça a été très bien décrit il y a longtemps. Je pense par exemple au bouquin d'Alain Minck en 2003 qui parlait de la tyrannie. Alors c'était pas la tyrannie des susceptibles comme l'avait titré un grand hebdomadaire il y a quelques semaines. C'était la tyrannie des minorités. Il pointait également cette espèce de capacité de quelques-uns vraiment au nom d'une cause totalement exclusive et particulière à tout d'un coup faire influer les choses. Et ça, c'est un sujet aujourd'hui qu'on ne sait pas appréhender. Et c'est vrai que c'est la tyrannie du politiquement correct avec des débats qu'on ne peut pas ouvrir. On l'a vu, je finirai là-dessus, sur les problématiques d'immigration, d'islam. Il a fallu attendre que le sang coule beaucoup pour que tout d'un coup, on puisse dire des choses qui ne vous assimilent pas au Front National, quoi. Et encore. Ça va un peu mieux, mais bon. Juste pour répondre, parce que ce que notre internaute qui dit, c'est une invitation au mensonge. Vous êtes d'accord, Génie ? Oui, c'est une invitation au mensonge, puisque le politiquement correct, c'est finalement de refuser de nommer les choses, parce qu'on estime que nommer les choses va conduire à une forme de... va avoir des répercussions terribles sur le réel. Et je pense qu'il y a... Là, on est vraiment... Le cœur du sujet, c'est de dire qu'il y a un continuum entre les violences verbales et les violences physiques qui s'en prennent aux individus. Et je crois que là, c'est le même sujet sur le féminisme, c'est-à-dire de dire que c'est la même chose, de dire une parole agressive, c'est la même chose qu'un acte. Je pense qu'il faut, et on a un problème de hiérarchie, en disant que non, la parole, ce n'est pas pareil que l'acte, et dire des choses, ne mène pas forcément à des actions. Il y a une espèce de traumatisme comme ça, en disant, finalement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on met plein de limites à la liberté d'expression dans l'espace public, tout ça, en disant, finalement, il y a ce qu'on appelle l'incitation à la haine, par exemple, qui est très utilisée, en disant, voilà, dire les choses, ça va forcément conduire des gens à se conduire de façon agressive, etc. Moi, je crois que parfois, c'est complètement décorrélé. Il peut y avoir des gens extrêmement violents qui parlent extrêmement bien, et l'inverse est possible aussi. Et je crois que ce continuum-là, entre toutes les violences, nous empêche d'appréhender véritablement le réel. Alors, pour revenir dans des choses un peu très concrètes, il y a un autre article qui était celui dans le Figaro Magazine le week-end dernier, ce livre qui a été écrit par une de nos consoeurs, Géraldine Smith, qui vit en Caroline du Nord et qui décrit un peu le papier titré « Quand l'Amérique devient folle ». Alors, par exemple, ces histoires, je crois que vous y faites aussi allusion, Génie, des recours contre les sparadraps, la couleur des sparadraps pour dire qu'ils ne sont pas adaptés à la couleur de peau. Est-ce qu'il faut en sourire ? Est-ce qu'il faut mais parce qu'en fait, comprendre. On aboutit à un paradoxe qui est, comme il faut être soft, il ne faut pas faire de mal, en fait, on en arrive à des rapports extrêmement violents. On vous interdit très violemment, y compris physiquement parfois, on vous interdit de parler, d'aborder effectivement le réel, de dire les choses telles qu'elles sont objectivement. Là, Géraldine Smith cite une phrase. On a vraiment un paradoxe de cette douceur qui est prônée au nom de la protection des victimes, et en fait, on nous agresse, on nous empêche de parler. En fait. La phrase que cite Géraldine Smith, qui est, paraît-il, la phrase brandie tout de suite, c'est « Stop, you are making me uncomfortable ». Oui. Voilà, ça tout de suite. Mais moi, je pense que c'est très très grave parce que je pense que Trump est le résultat de ça. C'est-à-dire le Trump est la némésis comme le dit Finkielkraut très bien, est la némésis du politiquement correct aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est des gens qui en ont eu tellement ras-le-bol qu'on parle des toilettes non mises, des toilettes pour transsexuels, etc. Il en parlait beaucoup dans ses meetings d'ailleurs, Trump, le féminisme radical, tout ça. Et le résultat, c'est Trump, c'est-à-dire le contraire du politiquement correct, un type qui dit il y en a marre, moi je vais vous dire la vérité parce que les autres ne veulent pas le dire, je vais vous dire tout haut ce que les autres refusent de dire. Et quand on a trop de politiquement correct, on aboutit à Trump. Donc moi je dis attention, méfions-nous, parce que si on importe le politiquement correct des États-Unis, on va importer aussi son résultat et la vengeance du politiquement correct. Ce sera une espèce de Trump qui nous dira bah voilà, moi je vais dire la vérité et tout ça, qui s'embarrassera plus du tout de forme et de fioriture. Et moi je trouve ça très dangereux. On fait des fake news en fait. Voilà, et les fake news c'est le revers du politiquement correct. Absolument. Alors il y a un dernier, Cécile. Pour le coup, non, moi ce que je dirais, c'est que j'ai l'impression que ça, comme je disais, c'est que ça morcelle énormément la société. C'est-à-dire que chacun est dans une case.
Et même l'homme blanc, finalement, il devient dans une case. Enfin, il devient aussi victime, parce que aussi, ça va avec la victimisation qui est assez insupportable de tout le monde. Et oui, ça encourage le mensonge. Par exemple, sur l'histoire, vous devez le voir tout le temps, chaque minorité, ou les Noirs, ou les Arabes, etc., a son pan d'histoire. Et le but, c'est pas d'aller vers la justesse et l'analyse la plus pondérée, la plus honnête des faits. Non, c'est d'être victime, la plus victime possible. Donc tout est tronqué. Hein. Oui, je pense que c'est assez dramatique. Ça conforte chacun en fait, dans sa faiblesse. En fait. La faiblesse devient un projet. Or, c'est pas un projet. Il faut dépasser ces faiblesses. Alors, on en a tous. À un moment donné, il faut vivre avec les autres et quelque part, il faut être un peu plus fort. Il faut, quitte à se faire mal, et aller au-delà. Et je pense qu'on ne peut pas encourager ça. En tout cas, c'est une tendance de société qui, si elle s'installait chez nous, déjà qu'elle est un peu là, qu'on a du mal à avoir tous les débats, ce serait vraiment, à mon avis, préjudiciable pour les prochaines générations. Il y a un autre aspect qui est fort aussi. On a beaucoup de mal à le transmettre aux jeunes. Hein. Ils n'ont jamais entendu qu'il faut faire des exercices, il faut travailler et il faut prendre du plaisir. Le chouchoutage. Là, c'est le chouchoutage. Il ne faut pas les heurter. Pas les heurter. C'est terrible parce qu'on aboutit effectivement au résultat inverse. Des gens qui, oui, je pense que la première adversité risque de s'écrouler. C'est ça le risque. Un paquet, le 21e siècle ne fera pas de cadeau, donc autant être un peu préparé psychologiquement. Alors il y a un autre aspect, c'est celui aussi de la discrimination positive. Il y avait une tribune ce matin dans le Figaro sur le procès qui est fait toujours à Harvard, contre Harvard, par des étudiants américains d'origine asiatique qui disent tout ce qui est discrimination positive, quota dans les universités, en fait on est discriminé parce que compte tenu de nos résultats, on devrait avoir plus de chances et d'entrée dans les universités. Or, on est discriminé par rapport aux Américains d'origine hispanique ou noirs américains. On le voit à l'écran, l'étude a été poussée assez loin puisqu'ils disent qu'ils ont 25% de chances d'être admis à Harvard, alors qu'à compétences égales, ils devraient en avoir 35% s'ils étaient blancs, 75% s'ils étaient hispaniques et 95% s'ils étaient noirs. Oui, ça renvoie d'ailleurs, ça me fait penser à une étude qu'avait fait le sociologue Gérald Bronner sur la différence, à quel point les discours pouvaient influencer, selon les milieux, les enfants d'immigrés. Par exemple, il disait qu'en effet, les enfants issus des communautés asiatiques réussissaient beaucoup mieux à l'école que les enfants issus de communautés, par exemple, arabo-musulmanes. Il disait parce qu'il y avait un discours justement victimaire dans certaines communautés qui encourageait certains enfants à finalement à ne pas travailler parce qu'ils disaient toujours l'État nous déteste, il y a un racisme d'État, la société ne veut pas de nous, donc on n'était pas encouragé, tandis que dans par exemple la communauté asiatique, il y avait un discours beaucoup plus sur l'effort, sur l'idée de réussite, le mérite. Et donc il disait, voilà, en fait, c'est aussi une question de discours, c'est-à-dire à milieux sociaux équivalents, même avec le même problème de déracinement, d'immigration, etc. Certains ils réussissent mieux que d'autres parce qu'il y a un discours qui les porte vers la réussite, alors qu'il y a un autre discours qui les entretient dans la victimisation. Et il disait, voilà, il faut faire attention, du coup. Pour clore le débat, aucune vertu finalement à trouver à cette politique qui est de longue date maintenant aux États-Unis, de discrimination positive. Mais la discrimination positive pour les femmes, par exemple. Moi, je me souviens tous les débats autour des quotas dans le Parti socialiste. C'est vrai, c'est complexe parce que si à un moment donné vous ne mettez pas de quotas, vous n'avez pas de femmes du tout. Rien ne se passe. Mais ça doit être des mesures transitoires. Il ne faut effectivement pas que ça devienne un principe comme la parité. Pour moi, la parité, c'est absurde. Parce qu'à certains moments, pourquoi pas mettre un quota de 75% même de femmes? Allez, hop, pendant 3 ans, on va mettre 75% pour rééquilibrer. Mais après, on s'arrête. Mais il ne faut pas essentialiser justement ça. C'est une mesure technique qu'on peut utiliser. Pourquoi pas, mais de façon très transitoire. Mais pour les hommes et les femmes, par exemple. Mais alors, si on rentre dans les problèmes par exemple, ethniques, les conseils alors là, moi, à mon avis, je serais beaucoup plus prudente. J'entendais ce matin que la loi qui date maintenant d'une dizaine d'années, me semble-t-il, qui institue, c'est quoi, 40%. 40% de femmes dans les conseils d'administration. Eh ben, on est un pays où, alors pour le coup, on a décollé et on est bien sur les conseils d'administration des grandes entreprises. On va aller vite sur ce sujet parce qu'il faut qu'on traite des péages. On respecte la loi.
Donc s'il n'y avait pas de loi, on n'aurait pas respecté, c'est très bien, Oui, on est les mais meilleurs. on a dit à un moment, il faut on est les 40%. meilleurs en Europe. Le problème, c'est qu'il y a encore un très grand décalage par rapport au COMEX, au comité de direction, et que le législateur a le sentiment qu'il va peut-être falloir s'en occuper. Ce qui, pour le coup, serait catastrophique, parce qu'un conseil d'administration, c'est une chose, et un comité de direction qui est fondé formé par des gens qui sont... Il se passe des choses sérieuses, et là, attention. Non. C'est l'expérience opérationnelle qui compte. Et là, vous n'allez pas la fabriquer, on ne va pas la forcer. On a vu dans la fonction publique ce que ça voulait dire parfois de faire monter trop vite un certain nombre de gens pour occuper des postes en tant que femmes. Il y a eu quelques catastrophes, donc, y compris dans la haute entreprise française, avec parfois certains postes tenus par des femmes qui n'ont pas été pas bien préparées. De toute façon, il y a pense au des nucléaire, effets par exemple. pervers à tout. On avait compris. Parce que Ouais,